tant que président de l'Assemblée de l'université, je prends la décision antidémocratique de demander au directeur général de la recherche de présider la séance. Monsieur le directeur, vous avez la parole et sans contestation. Vous êtes rendu compte que c'est mon recteur qui parle. Je suis professeur de l'université Cheikh Anta Diop avant d'être directeur général de la recherche. Je reprends votre casquette, donc représentant des enseignements supérieurs, de la recherche et de l'innovation. Donc je suis là pour représenter M. le ministre qui, hélas, dernière minute, n'a pas pu honorer sa présence avec vous. Vous avez vraiment souhaité et son cabinet avait échangé beaucoup avec votre président. Donc c'est avec vraiment beaucoup de regrets qu'il n'a pas pu être avec vous et de transmettre. Donc, c'est ce dit, nous allons commencer cette cérémonie de lecture solennelle. Je vais donner la parole peut-être au maître de cérémonie, s'il y en a, s'il n'y en a pas, je vais. Ah oui, il est là, Donc, je vais donc donner la parole au professeur Birahim Gueye, qui est le président de l'association sénégalaise des sciences de gestion. Vous avez la parole. Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, professeur Amadou Gueye, monsieur le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, professeur Ibrahim, monsieur Moustapha Mbamba Guirassy, honorable député, président de l'Institut africain de management, professeur Benoît Débile, président de l'Association internationale de management stratégique, professeur Kéléda Mouichi de l'Université de Limburg, notre invité spécial. C'est un honneur, chers collègues, chers participants qui venaient de loin, mais qui sont aussi du Sénégal, de Dakar, de Saint-Louis, de Thiès, de Ziguinchor, de Bambey. C'est un honneur de vous recevoir ici dans le cadre de la 28e édition de la conférence internationale de management stratégique que nous accueillons avec beaucoup de fierté aujourd'hui au Sénégal pour la première fois en Afrique subsaharienne. L'Association internationale de management stratégique a fait beaucoup d'efforts vers la communauté africaine de manière générale. Ça a démarré depuis quelques années avec les bourses de mobilité. Ensuite, une équipe, en fait un groupe thématique a été créé et qui assurait ce qu'on appelle une session thématique de l'AIMS chaque année et qui traitait en France dans les différentes villes, à Lyon, à Clermont-Ferrand, je pense, dans beaucoup de villes, des sessions thématiques où nous avions parlé que d'Afrique. Et c'est cela qui a motivé la décision de l'AIMS de venir au Sénégal. Parce que l'engouement et la volonté des chercheurs africains étaient tels que les collègues du Nord ont pensé qu'il était important de se tourner vers ces collègues-là qui viennent chaque année, dans des conditions difficiles parfois, avec des moyens très insuffisants, mais qui faisaient l'effort de venir. Et les autorités de l'AIMS ont eu la bonne idée de dire on va aller voir ce que nos collègues font en Afrique, et c'est le Sénégal qui a eu la chance de vous accueillir pour la première fois. Et nous en sommes honorés et nous souhaitons la bienvenue au Sénégal. Cette conférence que nous accueillons avec l'Association sénégalaise des sciences de gestion est pour nous un indicateur du travail que nous faisons depuis quelques années avec nos élèves, l'ensemble des professeurs de sciences de gestion du Sénégal qui sont dans les différentes universités ont voulu accompagner les jeunes à travers l'Association sénégalaise des sciences de gestion pour nous donner les moyens d'améliorer l'enseignement, d'améliorer la recherche, d'améliorer aussi les conditions de travail de nos collègues, afin de relever le défi du contenu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où
Pour exister, il faut produire. Dans notre domaine, produire, c'est réfléchir, écrire, publier. Mais ça ne peut pas se faire de manière individuelle, ça ne peut pas se faire de manière désorganisée. Et nous avons voulu prendre le temps nécessaire pour une bonne production. Ça passe par la formation, par l'accompagnement, par le mentoring, afin de permettre aux uns et aux autres d'avoir les moyens de produire quelque chose qui puisse être publié, comme ce fut le cas avec nos amis indiens, nos amis chinois, d'avoir un écho à l'échelle internationale. Chers collègues qui venez du Nord, sachez que ce que vous voyez ici, c'est la préparation d'une volonté importante de lancer un message, de dire quelque chose et d'amener les entreprises, les organisations africaines à se développer. C'est une ambition sans faille que nous avons, c'est une volonté de contribuer de manière significative à repenser la science managériale. Et pour cela, nous voulons partir de notre contexte. Beaucoup de collègues qui sont venus du Nord soulignent la qualité des terrains, la pertinence des sujets sur lesquels nous travaillons et le caractère connecté de nos terrains avec des réalités objectives. On ne spécule pas, nous ne sommes pas dans la publication pour la réputation, nous sommes dans la recherche de solutions pour le développement. Et pour arriver à cela, il faut que les recherches que nous faisons soient connectées à nos réalités. Ce sont les économies informelles, ce sont les communautés villageoises qui œuvrent pour améliorer leurs conditions de vie à travers des groupes, des groupements de femmes, à travers des coopératives. Ce sont les très petites entreprises qui sont dans les différentes localités. Ce sont les grandes entreprises, ce sont les PME, c'est l'ensemble des entreprises qui ont la spécificité de s'adresser à un marché qui a un visage différent du visage du Nord. Nous ne pouvons pas répliquer ni reproduire les schémas que nous enseignons dans nos manuels. Et pour produire des manuels qui soient à même de produire une connaissance utile, nous devons faire la recherche. Et c'est cela l'ambition de l'Association sénégalaise des sciences de gestion, qui, depuis sa création, a œuvré à produire, à faire des séminaires, à accompagner les collègues, et le résultat est sous peu quelque chose qui sera visible et qui permettra aux uns et aux autres de savoir qu'il y a une idée bien réfléchie, bien conçue, et qui permettra d'arriver à un résultat satisfaisant. Mais cela est possible, comme je le disais tantôt, grâce à la mobilisation de tous les élèves, mais aussi grâce à la mobilisation des institutions. C'est le cas de nos universités publiques. Dans toutes les universités, nous avons les autorités qui se sont mobilisées autour de l'association sénégalaise des sciences de gestion, mais pas que dans les universités publiques. Les instituts privés ont fait de l'association le cadre dans lequel ils veulent s'épanouir. Nous avons cette année la chance d'avoir l'Institut africain de management, présidé par le président Guérassi, qui est le partenaire principal de cette activité. Nous remercions M. Guérassi pour tous les efforts que vous faites, que vous avez toujours fait, pour nous permettre d'arriver à construire une communauté forte. Il n'est pas seul dans ce combat. C'est le cas de l'ISM, c'est le cas de Sud-Dofo, c'est le cas de Bendaga, c'est le cas de l'ensemble des grandes écoles qui, depuis le début, ont soutenu le projet ASG. Et c'est cela aujourd'hui qui nous donne la force de pouvoir porter des projets importants. Donc je remercie l'ensemble des instituts, des établissements d'enseignement supérieur privés, et je valide ce que le ministre Mariton disait à l'époque. Les universités publiques et les universités privées sont d'égale dignité, et nous avons la preuve en sciences de gestion. Les perspectives de l'ASG sont nombreuses. C'est d'abord de tirer des livres, des contributions que les collègues font dans le cadre de l'AIM cette année et dans le cadre d'autres activités que nous avons tenues. C'est le projet le plus éminent plutôt, c'est la production de livres de cas. En général, beaucoup de collègues qui interviennent même en Europe veulent travailler sur des cas africains, mais n'ont pas toujours la possibilité de trouver des cas complets portant sur des entreprises africaines. Nous avons, c'est un projet sous peu, lancé l'idée d'un camp où nous allons recruter des chercheurs qui auront soumis leur projet de cas et ils seront accompagnés pour rédiger
la façon la plus complète et la plus orthodoxe des cas de très bonne qualité afin de permettre à tous ceux qui enseignent d'avoir des réalités. Ce ne seront pas des cas pour sublimer des parcours, ce seront des cas pour traduire la réalité, suivant une logique critique et suivant une logique qui permettra de faire de l'enseignement contextuel. Nous avons également l'ambition d'accompagner les candidats sénégalais au concours d'agrégation cette année. Du 15 juillet au 18 juillet, nous avons une session de préparation au concours d'agrégation. Ceci, monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation, pour vous dire que nous essayons, grâce à nos collègues, à nos aînés, à notre volonté d'accompagner la transformation de la ressource humaine dans le domaine des sciences de gestion au Sénégal. Et nous voulons avoir l'accompagnement du ministère, de l'autorité. Nous savons le ministre disposé à nous accompagner. Nous sommes malheureux de ne pas l'avoir ici, mais nous comprenons parce qu'il a manifesté effectivement sa volonté, il l'a réaffirmé, il a envoyé sa secrétaire pour nous dire de prévoir sa venue. Donc nous sommes convaincus qu'il voulait être là. Et nous le remercions. Nous le remercions aussi à travers votre personne, parce que vous êtes le partenaire de l'Association sénégalaise des sciences de gestion depuis très longtemps. Donc vous dites au ministre que nous souhaitons qu'il soit notre allié, qu'il soit notre partenaire et qu'il nous aide à remplir les objectifs que nous nous sommes donnés pour permettre à l'association de jouer un rôle prépondérant dans le développement des ressources humaines au Sénégal. Monsieur le recteur Ibrahim Tchoub, depuis le début, lorsque nous avons parlé de cette manifestation, vous avez manifesté un engouement qui moi-même m'avait surpris en nous témoignant de votre soutien, de votre volonté à matérialiser cette rencontre, de faire en sorte que nous puissions réussir un tel événement. Parce que ce n'est pas facile de réunir des collègues venus de beaucoup de pays et de gérer toute la logistique qu'il y a derrière. Si nous sommes en train de faire un temps soit peu, c'est parce que nous avons l'appui des autorités du rectorat, des autorités nationales. Et monsieur le recteur, soyez remercié pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait par rapport à cela. Je ne saurais terminer. Je ne saurais terminer sans remercier toute l'équipe avec laquelle nous avons pu faire ce travail de titan, parce que c'est un travail de titan. Je suis obligé de nommer les gens, mais je sais que je vais en oublier, que les autres m'en excusent, mais je suis obligé de nommer Samba, de nommer Issa, de nommer Angélique, de nommer Hassan, de nommer Sylvie, de nommer Ibrahima Dali, de nommer tous ces jeunes que vous avez en vert. Qui depuis plusieurs jours sont là, dévoués et qui font un travail extraordinaire. J'ai oublié des noms qui ont fait aussi un travail important. Hamza, ils sont nombreux que je vais nommer. J'espère Fatou, tous les collègues qui ont tout fait pour que cette manifestation soit une réussite. Chers collègues, c'est une œuvre collective que nous sommes en train de mener. Ça nous appartient à tous de faire en sorte que ça marche. Et je suis convaincu que vous êtes déterminés plus que moi pour qu'on aille de l'avant. Merci à tous. Merci beaucoup encore pour cette réalité. Et donc je donne la parole au professeur Benoît Délé. Monsieur le directeur général, monsieur le recteur, messieurs les directeurs d'établissement, je voulais d'abord remercier l'accueil qui a été fait à notre association, qui pour la première fois se déplaçait, comme l'a reprécisé le professeur en Afrique subsaharienne, et remercier chacune des institutions qui hébergent cette 28e édition, en ne mettant pas évidemment d'hierarchie, mais l'université Cheikh Anta Diop, le groupe IAM et l'UA qui ont mis à disposition des locaux, des moyens pour que cette conférence, qui se déroule sous les meilleurs auspices depuis maintenant hier, se déroule très bien jusqu'à la fin de la conférence.
Les remerciements, je pourrais en faire énormément, je pourrais en faire des dizaines et des dizaines, comme l'a fait remarquer Birahim. Une telle conférence est avant tout une œuvre collective, nécessitant parfois que chacun fasse des tâches ingrates, de l'administration. Mais je voudrais remercier plusieurs personnes en particulier à cette occasion. Je pense que Rachel Bocquet a mené le CSP et tout le processus avec ses équipes, évidemment. J'aurais du mal à les nommer tous, parce qu'il y a dans le CSP une douzaine de personnes qui ont travaillé tout au long de l'année pour assurer qui les ateliers doctoraux, qui les prix, etc., qui se concrétisent aujourd'hui dans la conférence d'aujourd'hui. Rachel est quelqu'un de très fiable, qui a permis tout au long de l'année, comme elle le fait depuis maintenant 2 ans, que toute la partie scientifique de la conférence soit assurée à un très haut niveau de qualité et d'éthique. L'éthique étant un des mots qui est partagé, je pense, le plus par les membres du CA et du CSP de l'IMS, et j'espère que ça restera pour de nombreuses années. Je dirais également un grand merci aux collègues qui sont venus hier pour animer notamment les doctorales. Je le répète, je l'ai déjà dit à plusieurs occasions, mais qui ont été d'un niveau de qualité d'échange, de réflexion très élevé. Donc, je nomme ici Thibaut, Isabelle, Philippe, Albert, Lionel et les professeurs Tidjani et Mkeke qui ont participé avec une grande réflexivité à nous éclairer sur les conditions de la recherche en Afrique. Comme le soulignait Birahim Gueye, ces conditions sont évidemment pas celles que nous avons en France, et ça nous permet de relativiser les petits malheurs qu'on peut les uns les autres rencontrer dans nos vies professionnelles et dans nos institutions, et d'admirer la persévérance, la volonté qu'il faut pour mener des projets de recherche au long cours. Je suis assez admiratif de ce point de vue-là, de ce qu'on voit à la fois dans les projets doctoraux de ce matin et les projets qui ont été discutés un peu à travers les doctorales, de la volonté des collègues d'aborder des problématiques sociétales avec des impacts potentiellement forts, ayant un réel lien avec les pratiques dans les contextes culturels d'Afrique de l'Ouest principalement. Je dirais que cette 28e édition a été l'occasion pour nous d'expérimenter certaines choses. Je ne vais pas vous dire que ça a été un long fleuve tranquille, il a fallu des échanges, beaucoup de contacts, il a fallu des accommodations, comme on dirait au Québec, raisonnables des différents côtés. Il a fallu être un peu dur sur les délais et sur les tenues de rendu d'un côté, il a fallu être plus ouvert, plus flexible probablement d'un autre côté. Mais finalement, cette expérimentation, je pense qu'elle va nous servir pour le futur, en ouvrant des perspectives et des possibilités de collaboration avec d'autres communautés. Je pense que nous avons eu là aujourd'hui l'occasion de rassembler une communauté déjà très très large, venant à la fois du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest et de tous les pays d'Afrique de l'Ouest et de France. Cette innovation pour le futur va nous permettre donc d'aborder peut-être d'autres types, d'autres communautés à travers le monde. Ça nous a évidemment sorti de nos zones de confort, mais ça nous a permis par exemple d'innover avec des formats un peu inhabituels. Je pense encore une fois au doctoral qui pour moi est vraiment la grande réussite pour l'instant de cette conférence. Je vais pas faire beaucoup plus long. Encore une fois, si je reprends l'expression que j'évoquais tout à l'heure, pour l'IMS, le sens de ce déplacement en Afrique subsaharienne, c'est de renforcer un lien qui existe depuis plusieurs années, sur lequel nous pensons important d'insister, de faire venir des collègues régulièrement dans nos conférences en France, d'échanger. Je pense qu'il est important de donner des lieux d'opportunité de rencontre. C'est-à-dire qu'il est difficile pour les uns ou les autres de forcer les collaborations, etc. Par contre, ce qu'on peut faire,
c'est d'offrir des opportunités de rencontres entre différentes communautés en espérant que les petites étincelles jailliront et que des collaborations à plus long terme se perpétueront. Messieurs, mesdames, je vous salue, chers collègues, j'espère que nous allons passer une excellente conférence de l'AIMS et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Denis. L'exposé clair et très intéressant. Donc, à présent, je vais donner la parole à M. le ministre de l'Intégration. Merci beaucoup. Monsieur le recteur, monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation, monsieur le président de l'Association sénégalaise des sciences de gestion, monsieur le président de l'AIMS, chers participants, au nom de l'IAM, je voudrais vous dire à vous tous merci. Merci de nous avoir impliqués dans cette belle conférence, cette belle rencontre. C'est une opportunité extraordinaire pour nos étudiants, pour nos enseignants, nos chercheurs, de prendre part à ce qui constitue en fait l'ADN, ce qui motive, ce qui nous fait bouger au sein de l'Institut africain de management, l'IAM. Et le nom le dit bien, on parle bien de l'Institut africain de management. Mais la grande question depuis 25 ans, c'est est-ce que le A, nous avons réussi réellement à faire donc, de cet institut-là un institut africain de management. Et hier, au moment de la conférence, nous débattions de thèmes assez intéressants. On parlait d'éducation au management en Afrique et on parlait aussi d'éducation au management africain. Point d'interrogation, de quoi il s'agit. Nous avons aussi parlé de pensée managériale dans un contexte de disruption et c'est une occasion extraordinaire d'avoir donc ces regards croisés, ces recherches croisées, ici donc en terre africaine, à Dakar. Ben, vous voyez en fait toute l'opportunité que nous avons à saisir pour faire avancer donc les choses. Nous avons l'habitude de dire à nos étudiants, nos chercheurs, aux enseignants et au monde de l'entreprise qu'il y a une certaine timidité dans la recherche. Il y a des rapports que nous avons avec la recherche qui doivent absolument changer, bousculer les choses et amener peut-être des changements que nous attendons depuis longtemps dans nos organisations, publiques ou privées. Et j'aime bien parler donc de regard connecté ou de recherche connectée en fait sur un environnement, sur une réalité et cesser donc de faire comme les jeunes Africains qui prennent souvent des bateaux en espérant aller vers l'Espagne ou l'Europe et finalement se noient à travers donc, les profondeurs des différents océans. Et il y a beaucoup de chercheurs aussi qui, parce qu'ils recherchent simplement de belles publications et dans les palmarès, noient souvent beaucoup de recherches dans des profondeurs extraordinaires et finalement aucun impact sur le devenir de nos sociétés, aucun impact sur le fonctionnement au quotidien de nos organisations. Il faut de la lucidité, il faut de la tempérance, il faut absolument une recherche connectée. Et votre démarche est une démarche extraordinairement intéressante, Monsieur le Président. Le fait d'espérer trouver ici, en Afrique, à travers nos institutions et à partir donc, des travaux de recherche, des enseignants, des scientifiques ici en Afrique, en espérant trouver la bonne graine, peut-être des sens qui est intéressant, qui peut peut-être inspirer le management, les sciences du management de façon générale, ça nous donne du courage. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique a énormément de choses à proposer et à offrir. Nous pensons que nos traditions, nos valeurs, il est temps, il est l'heure pour l'humanité et pour les sciences de gestion de s'inspirer profondément de ce réservoir de sagesse, de pratiques qui peuvent peut-être donner du sens au sens. Et la grande question par rapport à la quête de sens, qui est une des grandes préoccupations de toute l'humanité, des chefs d'État, des dirigeants, des grands leaders du monde, je pense qu'aujourd'hui, avec ces rencontres-là, nous avons énormément d'espoir à l'issue de ces conférences que nous puissions impacter et changer donc le fonctionnement de nos organisations et donner une dose beaucoup plus intéressante donc, à la recherche en espérant en fait transformer
donc nos modes de fonctionnement. Encore une fois, nous sommes ravis, honorés d'avoir participé à cela. Nous sommes encore présents avec vous pour les 3 jours restants et en demandant simplement avec beaucoup d'insistance, Monsieur le Président, que enfin on puisse passer donc de ce que les Anglais appellent du output research au impact research. J'espère simplement que les résultats de ces conférences-là seront impactés le Sénégal dans ses profondeurs, l'Afrique dans ses profondeurs, nos organisations. Qu'est-ce qui a été mis en place? Le directeur est interpellé, le directeur de la recherche est interpellé, l'État aussi, nos États sont interpellés. Il faut absolument que la recherche enfin puisse impacter le quotidien des populations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc je vais déjà vous donner la parole. Voilà. Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop, professeur Benoît Demine, président de l'Association internationale de management stratégique, monsieur le député, Cependant Bekirassi, monsieur Abderrahim Gueye, président de l'Association sénégalaise des sciences de gestion, professeur Kenneth Amaechi de l'Université d'Édimbourg, mesdames, messieurs, à vos titres, grades et qualités, chers collègues, chers participants, tout d'abord, permettez-moi de vous redire de vous transmettre des regrets sincères de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. J'ai sincèrement souhaité être avec vous, et ce n'est pas tout simplement une clause de style, de langage, et qui les raisons objectives n'a pas pu être avec vous aujourd'hui. Il m'a demandé de venir vous transmettre son message, en particulier souhaiter d'abord la bienvenue au Sénégal à ceux qui viennent de loin et de toutes les régions du monde, d'Europe en particulier, d'Amérique, d'Afrique, etc. Et vous dire 4 mots en wolof dans l'aide à Diam. C'est avec beaucoup de bonheur et de fierté, d'ailleurs, que je représente personnellement, en qualité de directeur général de la recherche et de l'innovation, je suis ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, aujourd'hui à l'ouverture de cette conférence annuelle de l'Association internationale de management. Et donc, je fais avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai commencé à être un peu dans les rencontres de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. Et personnellement, je compte ici des collègues et des amis que je considère en tout cas parmi ceux qui font en tout cas de très bonnes choses pour la recherche de notre pays et pour la formation des jeunes Sénégalais. Et rien que pour soi, nous devons notre présence à ce rendez-vous qui permet d'accueillir correctement de partout, et en particulier donc d'Afrique et de l'Amérique. Le Sénégal est fier d'accueillir pour la première fois en Afrique subsaharienne la conférence annuelle de l'Association internationale de management stratégique dans sa 28e édition. Cette importante rencontre scientifique qui regroupe des chercheurs chevronnés et des chercheurs plus jeunes offre une occasion unique à la communauté francophone des chercheurs en management d'aborder des sujets majeurs ayant des implications fortes pour le développement des entreprises et plus globalement de l'organisation. L'Afrique intéresse, plus que par le passé, la communauté des chercheurs en sciences de gestion. D'abord parce qu'il s'agit d'un formidable terrain d'études, parce que aussi
l'Afrique est caractérisée par une population jeune, mais aussi on remarque un fort taux de croissance démographique, une croissance économique quasi généralisée dans les différentes régions, mais aussi on remarque des transformations sociétales très très rapides, autant donc de facteurs qui pourraient permettre certainement, parce qu'ils sont bien pensés et réfléchis, permettre d'espérer un développement social, économique et culturel de nos États, qui dirait un développement durable. Les consommateurs en Afrique accèdent de plus en plus au même niveau de vie que la classe moyenne des autres régions du monde. Les innovations se multiplient sur le continent, au point d'espérer de temps en temps le nord. On peut citer comme exemple le développement rapide des applications de transfert d'argent qui ont fini de faire parler d'innovation inversée. C'est donc là que réside la pertinence de votre thème. Donc, le thème de la 28e conférence, qui porte sur la pensée managériale à l'épreuve des forces de disruption. Dans vos travaux, il est certain que des questionnements épistémologiques et théoriques en sciences des gestion vont vous occuper très largement. Votre tome interpelle, je l'ai déjà dit, au-delà d'ailleurs des professionnels de gestion et des chercheurs que vous êtes, mais il interpelle également votre thème, les décideurs publics et les... Mesdames, Messieurs, le Sénégal a la tradition d'accueillir des événements d'envergure internationale. En 2008, déjà, Dakar avait organisé avec succès le congrès de l'association francophone. Je suis persuadé que les centaines de communications qui ont été reçues et les différentes tables rondes riches par nos thématiques contribueront au développement des connaissances du point de vue académique, mais apporteront également des réponses aux défis managériaux des organisations interpellées par ces questions. Chers participantes, chers participants, l'État du Sénégal s'est engagé à œuvrer pour un enseignement supérieur et une recherche de qualité pouvant favoriser un développement économique, social et culturel du Sénégal, mais aussi de notre sous-région. Pour obtenir un résultat aussi ambitieux, l'État a engagé depuis 2018 un processus de réforme structurante de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, c'est le processus de réforme ayant permis, entre autres, la création d'une autorité nationale d'assurance qualité, c'est quelques exemples, de réorienter, la décision majeure de réorienter notre système d'enseignement supérieur vers les sciences techniques, les mathématiques, les formations professionnelles courtes, la construction dans la nouvelle ville de Diamniadio d'une cité du savoir pour permettre la mutualisation des ressources, bien sûr, et l'infrastructure de recherche, mais aussi pour assurer des rencontres de chercheurs de niveau international. Nous pouvons également citer parmi cette liste l'amélioration des conditions de vie des enseignants jusqu'à la revalorisation de leur vie. L'élargissement de la carte universitaire avec l'érection de 2 nouvelles universités, l'université Amadou Mahtar et l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse, qui a commencé ses enseignements depuis février dernier, mais aussi la création de l'université virtuelle du Sénégal avec des espaces numériques ouverts, cette université virtuelle a très rapidement permis de donner une chance d'accès à l'enseignement supérieur à beaucoup de jeunes sénégalais, encore une fois plus bacheliers, qui avaient de la peine à s'y retrouver les dernières années. Mais bien entendu, nous pouvons citer
et mon collègue Bouraïm en a parlé, le développement de l'enseignement supérieur privé, dont nous représentants ici présents, le président Kirassi, mais également, je pense que les établissements d'enseignement supérieur sont présents dans notre salle. On peut citer au moins ceux qui sont dans les sciences des gestion, le Subdeco, Contrôle Management, ISM, on peut commencer à citer, mais les autres m'excuseront. Donc, en tout cas, on a le système aujourd'hui dans ce domaine-là qui permet au Sénégal à la fois d'attirer des jeunes, des étudiants de toute la sous-région, mais aussi, on commence à le constater, même de la mobilité du nord vers chez nous, et aussi du sud vers des autres régions du monde, sans compter donc les écoles de management, de gestion et les facultés des différentes universités sénégalaises. Donc il s'agit par cette voie, vous le savez, et toutes ces réformes, de rapprocher l'enseignement supérieur et la recherche au milieu, de rapprocher du milieu socio-économique, et surtout en particulier de l'entreprise. Cela est un défi, vous l'aurez remarqué, et certainement vous en aurez parlé, vous en avez déjà parlé dans vos travaux, et vous en parlerez encore certainement, et les autorités sénégalaises et ceux qui s'occupent de la gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche, y compris les universitaires, nous auront certainement beaucoup d'axes à lire le contenu, en tout cas les résultats de nos travaux. Du point de vue de la gouvernance, de nombreuses initiatives sont en cours pour la définition des stratégies nationales en sciences, technologies, innovation et des stratégies de gouvernance de la recherche. On en a parlé tout à l'heure, mais aussi de rédaction de documents de politique et de stratégies de culture scientifique, très important si nous souhaitons que nos jeunes générations puissent de plus en plus s'orienter vers la maîtrise des sciences et technologies, mais surtout, même qu'on puisse assurer à nos sociétés un développement durable et un développement certainement qui part également de nos propres valeurs, mais en s'ouvrant au monde. Donc toutes ces mesures visent à rendre l'environnement de la recherche plus apte à favoriser une production de connaissances, source de valeur ajoutée pour un développement inclusif. Chers participantes, chers participants, l'organisation de la présente conférence est une manifestation de la forte volonté des autorités du Sénégal de favoriser une logique de partenariat privé en particulier dans l'enseignement supérieur, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est heureux de constater aujourd'hui cette synergie entre donc, les structures universitaires publiques et les structures universitaires privées pour accueillir leurs collègues venant de partout et organiser avec cette réussite éclatante cette conférence. La tenue de vos assises successivement d'ailleurs à l'excellence universitaire africaine hier, à l'Université Charles de Diop aujourd'hui et à l'IAM demain, les 2 prochains jours, il me semble d'ailleurs, où si besoin en été, que les établissements d'enseignement supérieur sont d'égale dignité. Le président vous l'a rappelé, et je remercie d'ailleurs sincèrement les autorités de ces 3 institutions d'avoir rendu possible cette activité. L'éclosion d'un consortium est rendue possible, de ce consortium-là est rendue possible, bien entendu, par le dynamisme et le travail de fond qui est en train de se faire dans l'association sénégalaise, au sein de l'association sénégalaise des sciences de gestion. Je voudrais remercier son président. Mais, mesdames, messieurs, à peine 3 ans après son lancement à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'association sénégalaise des sciences de gestion s'est positionnée à un niveau incontournable pour le développement de l'enseignement et de la recherche en management, en contribuant à la formation des enseignants-chercheurs de la discipline, mais aussi en offrant un cadre d'animation scientifique de renom. Il y a un colloque annuel que l'ASG organise tous les ans, qui s'appelle Serge Days, ou encore en mettant en relation le monde académique et les milieux d'affaires à travers les carrefours du management du Sénégal. La direction de cette grande association qui regroupe des membres issus du public comme du privé offre une kyrielle de talents qui permettent de bâtir un nouveau, certainement managérial au Sénégal.
En tout cas, le département de l'enseignement supérieur s'engage à vous accompagner, Monsieur le Président. Je vais transmettre en tout cas votre requête et votre demande à Monsieur le ministre, et je suis persuadé, de le dire, qu'il va vous accompagner dans vos actions. Ce n'est pas un hasard si vous voulez se présenter lui-même ici, de recherche, donc ces actions de recherche, et vous accompagner aussi dans l'organisation, mais aussi dans certainement la mise en œuvre des stratégies, en tout cas, ou des plans d'action que vous aurez mis en place pour le développement de votre association. Votre association, pour être plus, qui trouve toute sa place dans le développement de la recherche au Sénégal, mais aussi dans l'accompagnement des politiques. Je suis conscient donc que ces manifestations n'auraient pas été possibles sans la conjonction de multiples forces et des forces variées venant donc des femmes et d'hommes qui sont dévoués à la cause publique. C'est pour cela que je souhaite ici féliciter, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, le président de l'Association sénégalaise des sciences de gestion, professeur Birahim Gueye, que je souhaiterais qu'on applaudisse. Le comité d'organisation, son équipe et tous les collègues de l'Association des sciences de gestion pour le travail remarquable que vous accomplissez depuis quelques années. Et je souhaiterais aussi remercier encore le président de l'Association internationale de management stratégique d'avoir choisi notre country et notre pays et de nous faire l'honneur d'être au Sénégal. Nous imaginons les sacrifices que vous avez tous certainement consentis pour vous préparer et vous venir pour quelques jours encore au Sénégal, malgré votre agenda certainement très chargé. Je vous souhaite en tout cas une très très belle conférence, de très beaux échanges. Mesdames, Messieurs, je voudrais enfin ici, dans ce temps du savoir, que l'Université Cheikh Anta Diop déclarée ouverte au nom du ministre de l'Enseignement supérieur à la recherche d'innovation de la 28e conférence annuelle de l'Association internationale de management stratégique. Je vous remercie de votre attention. Donc, ceci étant fait, je vais redonner la parole à notre hôte du jour. Je ne sais même pas si je mets une casquette, c'est mon hôte, avec l'autre casquette, je suis dans la maison, et membre de la famille, donc je vais redonner la parole au professeur Ibrahim Diop, pour la modération et la suite de la conférence. C'est le recteur. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général de la recherche et de l'innovation. Il est extrêmement rare que je sois depuis ces dernières années dans une assemblée de l'université sans faire partie des autorités qui règlent les problèmes liés au protocole et au discours protocolaire. Ça m'arrive rarement. Donc quand ça m'arrive, j'en tire tout le plaisir et je l'ai en vue au maximum pour le faire durer. Même si les organisateurs m'ont donné 12 minutes pour dire un mot avant la leçon inaugurale. Ce ne sera pas un mot d'introduction à cette conférence que le keynote speaker venu du Nigeria en passant par Edinburgh pour arriver à Dakar, venant d'une université qui a 1436 ans. Notre université fête son centenaire, il y a 14 fois plus d'années que la nôtre. Nous parler d'Africapitalisme for Management in Africa. Quand les organisateurs m'ont rencontré, ils m'avaient rencontré en tant que recteur, quand ils m'ont quitté en tant que chercheur.
et m'ont demandé de rester chercheur jusqu'à la fin de cette conférence. Donc je prends ma casquette de chercheur, c'est pourquoi je n'ai rien dit de protocolaire. Monsieur le directeur, monsieur le président, monsieur le député, monsieur le... Bon, ça, aujourd'hui, je m'en passe. J'attaque directement un peu le mot d'introduction de 12 minutes qu'on m'a demandé de faire. Comme l'a dit le président de l'association sénégalaise des sciences de gestion, vous avez décidé de réfléchir sur des questions qui ne sont pas habituelles chez les économistes. Je vais ajouter du poivre à la sauce. Puisque moi, je ne vais pas vous parler d'économie comme en parlent les économistes, mais je vais vous parler d'économie en passant par des sentiers inhabituels. Les sentiers de l'histoire, je suis historien de formation, mais en empruntant d'autres chemins encore beaucoup plus sinueux, en allant peut-être rendre visite aux littéraires et aux cinéastes, pour vous parler d'économie. Je sais que ce n'est pas très habituel pour les gestionnaires peut-être, encore moins pour les économistes. Je suis plutôt connu comme un spécialiste de l'esclavage, pas de la traite des esclaves, mais de l'esclavage. Les Africains confondent souvent les deux, et souvent pas innocemment. Mais il y a dans une première vie, je me souviens avoir soutenu une thèse en novembre 1989 sur l'histoire des entreprises au Sénégal. Et j'avais voulu comprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire une relation tripartite qui se déploie dans le temps entre entrepreneurs africains, entrepreneurs levantins et entrepreneurs européens. Certainement, tout le monde a compris les deux, africains et européens, mais il y a un autre mot qui nécessite explication. C'est entrepreneurs levantins. J'appelais entrepreneurs levantins tous les entrepreneurs qui étaient arrivés au Sénégal et venant du Levant. Vous les connaissez plus sous le nom de Libano-Syriens. Mais ça ne veut rien dire le mot Libano-Syrien. Où il y a des Libanais, des Syriens, et ils ne sont pas les seuls. Ou bien même, avant 1920, ils étaient tous des Syriens. C'était à l'époque de la Grande Syrie. Avant que le Liban ne se détache après les accords de San Remo, pour devenir le Liban. Et donc, mais quand ils sont arrivés ici, à la fin du 19e siècle, on les appelait des Syriens. Et quand le Liban est né, on les a appelés des Libanais et des Syriens. Et progressivement, s'est installé le mot Libano-Syrien. Pour ne pas donner dans toute cette confusion, dans ma thèse, je les ai appelés les Levantins. Parce que c'était beaucoup plus large. Il y avait là-dedans peut-être même des, non pas des Levantins, mais des gens qui venant de l'Ouest, comme des Marocains, qui viennent du Maghreb, je veux dire Ouest, ou des Algériens. Il y avait également des Kurdes, des Israéliens plus tard, ainsi de suite. Donc je les ai appelés les Levantins et j'ai essayé d'étudier les relations entre entrepreneurs africains, entrepreneurs levantins et entrepreneurs occidentaux dans le cadre de l'économie de traite fondée sur l'arachide qui était l'économie du Sénégal entre deux crises, la crise de 1930 et la crise de 1973. Mais l'objectif, c'était, en fait, le sous-titre de la thèse, c'était domination étrangère et marginalisation des autochtones. Et l'objectif, c'était de comprendre la très forte mortalité infantile que j'avais constatée chez les entreprises sénégalaises. C'est qu'un entrepreneur africain
pour prendre le cas spécifique des Sénégalais, ils créent une entreprise et l'entreprise meurt au bout de 5-6 ans. Ce n'est pas des entreprises centenaires. Ils n'ont pas des entreprises, ce qu'un bon historien sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Ferdinand Brodel, appelait les entreprises au long cours, qui s'inscrivent sur la longue durée et la très longue durée. Mon problème, c'était de comprendre pourquoi les entreprises sénégalaises se créent, meurent, ils recréent et l'entreprise meurt à nouveau. Bon, donc c'était un vrai problème pour moi de le comprendre et de l'expliquer. Alors, bien sûr, comme tout historien, je suis allé regarder les archives, interroger les acteurs, réfléchir, mais je ne trouvais pas le concept. Il y avait beaucoup d'explications. Il y en a qui disaient que les entrepreneurs africains confondent le capital et le bénéfice. Ils dépensent tout dans les fêtes ostentatoires et consomment le bénéfice. C'était une thèse. Mais j'avais constaté que les Européens faisaient la même chose. Et ça ne les empêchait pas d'avoir des entreprises de longue durée. Alors, il y a une autre thèse qui défendait que c'était le système d'héritage avec la famille polygamique et qu'à la mort de l'entrepreneur, les fils se partageaient les biens. Cela ne m'avait pas tellement convaincu. Puisque même quand on est en famille monogamique, il y a un partage de l'héritage et ça n'empêchait pas qu'il y ait des entreprises de longue durée en Europe. Et dans mes investigations, j'ai rencontré un cinéaste, écrivain, romancier, qui avait aussi sa thèse et son explication. Mais cette fois-ci, non pas avec, disons, l'approche historienne, mais une approche de fiction qui permet un peu d'éclairer la question. Même si je ne suis pas d'accord avec sa thèse, j'aimerais bien partager avec vous son regard pour voir un peu les éléments non économiques dans le succès ou l'échec de l'entreprise. Je dirais juste un mot sur le fait que ce que j'appelais les Levantins tout à l'heure ont été très efficaces dans la mise en place d'entreprises de longue durée en Afrique de l'Ouest. On a pensé que c'est les descendants des Phéniciens, c'est pourquoi ils sont très forts en commerce. Mais ils ont été tout aussi forts quand il a été nécessaire d'être flexible pour passer du commerce à l'industrie et à la petite industrie. Alors, d'où venait ce succès? Le premier élément, c'est qu'ils sont dans la société sans être de la société. Et c'est important. Pour pouvoir assurer une accumulation au sein d'une société, il vaut mieux être dans la société sans être de la société, ce qui fait que les contraintes sociales, les contraintes culturelles, contraintes religieuses, vous pouvez échapper à un certain nombre de contraintes. Mais vous aviez aussi de petits entrepreneurs français qui échouaient à compétir avec ces Levantins-là. Et pourtant, eux aussi étaient dans la société sans être de la société. Qu'est-ce qui faisait l'efficacité des Libano-Syriens pour aller vite? Ils ont mené une concurrence victorieuse contre les entrepreneurs français en utilisant les atouts culturels et les atouts religieux de proximité avec les populations sénégalaises. Les Français qui étaient venus en position de colonisateurs développaient un complexe de supériorité qui les mettait à distance avec la société dans laquelle ils voulaient entreprendre. Ce qui les enfermait dans les grandes villes, alors que les Libanais, venant d'une société similaire, avec bien sûr partageant parfois la même religion, ont eu la possibilité de pénétrer en profondeur dans la société, d'aller le plus loin possible à l'intérieur du continent, quitter les côtes
pour démarrer toujours en brousse avant de revenir conquérir la ville. Je disais qu'ils avaient utilisé la théorie de Mao Tse-tung, encercler les villes par les campagnes. Et là-dedans, il y a une expérience assez intéressante. Je vous recommande de lire l'autobiographie de Nadra Filfili. Il est arrivé au Sénégal avec un passeport turc, avec $100, c'était rien du tout, et une chaise pliante. Il est allé s'installer au cœur du Sénégal à Guinguinéo, où il a ouvert une boulangerie. Il parlait la langue Wolof, et à l'issue de cette pénétration culturelle, à l'époque, la ville de Guinguinéo recevait son pain de Kaolack. Chaque jour, il y avait une voiture qui amenait le pain à Kaolack. De Kaolack. Nadra Filfili monte sa boulangerie et distribue gratuitement le pain aux enfants de Guinguinéo, aux petits. Au bout de 2 semaines, la voiture ne venait plus de Kaolack. Parce qu'ils ne pouvaient pas vendre parce que le pain était devenu gratuit. Au bout d'1 mois, la boulangerie de Kaolack avait éliminé Guinguinéo de son marché et Nadra Filfili a dit aux habitants de Guinguinéo, maintenant mon pain n'est plus gratuit, je le vends. Il avait conquis le marché en utilisant des ressources culturelles et religieuses. Face aux Africains, ils ont échappé aux contraintes sociales, vivant avec beaucoup de frugalité, une très grande flexibilité et une très grande mobilité. Et donc, je ne vais pas trop développer cet aspect. Je vais insister sur l'analyse que nous propose un écrivain cinéaste sénégalais qui est Ousmane Sembène. Il aimait qu'on l'appelle Sembène Ousmane et pas Ousmane Sembène. Il disait que le Sénégal n'était pas encore décolonisé. Et à l'époque coloniale, nous étions Tchouk Ibrahima, Gaï Amadou, ainsi de suite. Donc lui, il considérait qu'on n'était pas encore décolonisé, il gardait son Sembène Ousmane. Alors, il nous explique pourquoi les hommes d'affaires sénégalais ne sont pas performants au niveau économique. Même quand ils sont dans leur propre pays. Et pour cela, il va utiliser une métaphore de notre culture locale. Il écrit un roman qui s'appelle Khala. Khala s'écrit X-A-L-A. Pour ceux qui voudraient l'acquérir et le lire. Et Khala, c'est quand un homme est en compétition avec d'autres hommes pour épouser une jeune fille, le vainqueur de la compétition se retrouve le jour de la consommation du mariage, il se retrouve impuissant. Parce que les autres compétiteurs ont utilisé de la magie ou des éléments de l'imaginaire pour le rendre impuissant. Et très souvent, on dit même que parmi les cadeaux qu'apporte le mari, on prend un élément de ce cadeau et on le met dans un frigo ou on le met sous le canapé. Et tant qu'il reste dans cet endroit froid, celui qui a réussi à marier la fille, voilà ce qu'on appelle khala dans notre culture. C'est un problème psychologique. L'émotion, je ne sais pas quoi, de consommer le mariage, mais l'explication qu'en donne la société, c'est cela. Et Sembène va utiliser cette métaphore du khala pour dire que l'entreprise sénégalaise est atteinte de khala. Que ses compétiteurs français et libanais lui ont fait le khala, lui ont noué l'aiguillette et il ne peut pas consommer le mariage avec son environnement économique. Alors, c'est là où Sembène va diverger avec les historiens. Et il nous accuse d'être des chronophages. C'est-à-dire que nous bouffons le temps du peuple. Ceux qui ont une approche universitaire, dite scientifique, bouffent le temps du peuple. La façon dont ils conçoivent le vécu du peuple en termes de vécu du temps historique, c'est pas ce que les historiens, font. Le compte rendu qu'en font les historiens est totalement biaisé. Puisque dans l'approche que nous avons une approche chronologique. Dans notre approche, le XVIIIe siècle vient
avant le 20e. Sembène soutient que dans le temps du peuple, il peut arriver des moments où le 20e siècle est antérieur au 18e siècle. Que parfois, le 18e siècle et le 15e siècle et le 20e siècle peuvent être ensemble, dans la même personne. C'est ça le temps du peuple suivant l'approche de Ousmane Sembène. Alors que chez les historiens, vous avez le 14e siècle, 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, et ça se suit comme ça. Dans le vécu du peuple, Sembène soutient que ce n'est pas le cas. Ils vivent simultanément plusieurs temps, et c'est la simultanéité de ces temps-là qui explique toute situation au niveau du peuple. Et il l'applique à l'entreprise. Le personnage central de Khala, Abdelkader Bey, a fait l'école française, a été exclu pour activité révolutionnaire, il se lance dans le monde des affaires. Et le jour où il épouse sa troisième femme, il est atteint de Khala. Il a eu des enfants avec la première femme, il a eu des enfants avec la deuxième femme, mais il n'a jamais pu consommer le mariage avec la troisième femme. Puisque ses compétiteurs libanais et européens lui ont fait un gris-gris, lui ont jeté un sort. Mais quand on a très bien compris la pensée de Sembène, on se rend compte que les trois femmes de Abdelkader ne sont en fait pas des femmes. Ce sont des temps historiques. La première femme, Adja Awa Astou, représente le temps de la traite des esclaves. Ce n'est pas une femme, c'est un temps historique. Elle est née à Gorée, elle a grandi à Gorée et vous voyez bien la métaphore de l'époque de la traite. Les hommes d'affaires sénégalais qui vivaient à l'époque de la traite avaient été efficaces de fonder des entreprises marchandes alliées aux militaires pour pouvoir prospérer dans l'économie de traite, et c'est pourquoi Adja Awa Astou a des enfants. Mais c'est un temps révolu et elle passe tout son temps dans les cimetières. Elle est de Gorée. La deuxième femme, Binta Ndoye, elle est une Saint-Louisienne. Elle n'est pas une femme, c'est une époque historique. C'est la période de la colonisation. Saint-Louis était la capitale coloniale du Sénégal. Et Binta Ndoye est de Saint-Louis. Elle est complètement extravertie dans sa consommation, mais même à cette époque, les hommes d'affaires sénégalais arrivent à faire des enfants, donc à être productifs. L'entreprise sénégalaise arrive à être productive, donc fait des enfants, et ce sont ces enfants qui sont les porteurs du nationalisme. Donc c'est une deuxième période historique. Et la troisième période historique, c'est la troisième femme, c'est Ngoné, c'est une Dakaroise, c'est la capitale du Sénégal indépendant, donc c'est la période historique qui correspond à l'indépendance et où l'entreprise sénégalaise est atteinte, on lui a jeté un sort, et ce sort fait qu'il n'arrive pas, non pas seulement à avoir des enfants, mais il n'arrive même pas à consommer le mariage. Donc pour faire que les trois périodes historiques, que l'entrepreneur les vive simultanément, il les transforme en femmes et en font les trois femmes dans un ménage polygamique d'un seul individu qui est l'entrepreneur, mais dans les deux, il est fécond. Le troisième mariage de l'indépendance, c'est l'absence de fécondité parce qu'il y a tout un ensemble de facteurs culturels, politiques, de facteurs environnementaux qui empêchent dans la période de l'indépendance la puissance de l'homme d'affaires pour pouvoir marquer la période de l'indépendance et développer une économie nationale fondée sur une entreprise nationale. Et c'est ça que je voulais ajouter dans la basket. Je suis allé très vite parce que le temps ne le permettait pas. On peut lire l'économie à partir de l'histoire, à partir de la littérature, à partir du cinéma, et ça peut être extrêmement fécond, même si on n'est pas d'accord avec la thèse de Sembène. Convenez avec moi que c'est une thèse géniale qui, en tout cas, moi, m'a aidé dans une très ancienne vie à écrire une thèse sur l'histoire des entreprises. Et c'est sur ce
moment que je laisse la parole à notre hôte du jour qui va nous faire le keynote speaker pour nous traiter de Africa Capitalism for Management in Africa. Et je voudrais dire ici, rappeler le mot qui me plaît beaucoup d'un très bon historien qui s'appelle Fernand Braudel dans la dynamique du capitalisme, qui nous explique que c'est l'économie de marché qui est l'économie historique normale. Que le capitalisme est une exception. Et cette exception fait que ceux qui échappent aux règles arrivent à trouver leur chemin, à être féconds dans le capitalisme, mais ceux qui se conforment aux règles, respect des règles de l'offre et de la demande, eux sont prisonniers et ne peuvent pas décoller pour entrer véritablement dans une entreprise féconde, mais qui peut aboutir à la destruction de l'humanité. C'est pourquoi vous le voyez aujourd'hui, les institutions en charge de la fiscalité dans tous les pays du monde ont toutes les difficultés du monde avec les GAFA. Parce qu'eux sont dans le super capitalisme, pour ne pas dire le post-capitalisme. Et Braudel nous avait déjà averti il y a longtemps que de rester dans l'économie de marché, une market economy. In just the final word, to say welcome to our colleague Kenneth Amasei and giving the floor to make this keynote for us, and tell him again, welcome at home. Okay.